Je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être dans cette nouvelle usine. D'abord pour rendre hommage aux générations d'ouvriers et d'ouvrières qui ont permis l'aventure de cette entreprise. Parce que j'imagine que pour avoir des locaux flambant neufs comme cela, il faut une entreprise qui a une histoire. Votre grand-père, madame, a su utiliser des circonstances pour venir ici à Bordes et créer ce qui est devenu un leader mondial. Ça ne veut pas dire que les générations qui l'ont suivi n'ont pas de mérite. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quelqu'un qui soit un visionnaire, qui voit les choses avant les autres, et surtout qui se batte. C'était la guerre, il était polonais, il était juif, il était pourchassé, il était ingénieur, et il crée cette histoire. Alors après, il a fallu des femmes et des hommes passionnés par leur travail, il a fallu des élus qui ont compris que ce Béarn ne pouvait pas vivre exclusivement du tourisme ou de l'agriculture, parce que j'observe que dans tous les territoires où on veut développer le tourisme, qui soit blanc pour la montagne, qui soit vert pour la campagne, qui soit bleu pour la mer, il n'y a pas de tourisme s'il n'y a pas d'activité de production. Voilà. Et puis il a fallu rassembler les compétences de tout le monde, même si en France c'est très difficile que tout le monde soit d'accord. En tout cas, pour que la France reste une terre de production, chacun y a mis de la bonne volonté. Je le disais à François Bayrou, je peux le dire tout autant au président Rousset. Ce qui compte, c'est qu'on reste un territoire où il soit toujours possible de produire. Les salles blanches, les nanotechnologies, les laboratoires d'excellence, les pôles de compétitivité mondiaux comme à Crolles, c'est fantastique. Mais les usines, si on les perd, on perdra tout. Absolument tout. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à être parmi vous, parce que vous imaginez l'espérance que représente cet établissement pour tous les autres salariés. Il est donc possible de produire en France et de gagner des parts de marché partout dans le monde. Partout. Alors à partir de ce moment-là, cette partie du discours n'est pas la plus difficile à faire. Celle qui consiste à féliciter le passé, à remercier pour le présent et à dire que vous êtes les meilleurs. Bon. Je veux, en quelques mots, parce qu'on est sous la loupe, là, et puis vous êtes debout, et puis un emploi du temps chargé. Je veux que vous compreniez une chose. La France peut rester dans la compétition mondiale si chacun d'entre nous en fait des efforts. Ce n'est pas une affaire d'idéologie, c'est une affaire de bon sens. Des efforts pour la recherche. Il faut que votre entreprise puisse continuer à investir. J'ai rencontré vos représentants syndicaux, je les ai d'ailleurs, je vous le dis, Monsieur le Président, remerciés, parce que je trouve que dans le contexte, c'est vraiment très responsable de leur part d'être là et d'avoir accepté cette discussion républicaine et intéressante. Si on ne discute pas, comment voulez-vous qu'on fasse avancer le pays? Si chacun reste de son côté du trottoir, comment ça peut fonctionner? Ça ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Il faut que l'État, qui est le premier actionnaire de cette entreprise, continue à nous aider. On vous aidera. Et je voudrais vous annoncer que sur les deux moteurs que vous allez développer, le 4 tonnes et le 10 tonnes, je réserve mon petit effet quand même. M'en demandez pas davantage parce que techniquement, je pense que je ne peux pas suivre après une fois que j'ai dit ça. Mais je sais que ça coûte de l'argent, que vous avez déposé 2 dossiers
ils seront retenus dans le cadre de la stratégie du grand emprunt. C'est extrêmement important. Les moteurs que vous avez, les turbines que vous avez sont leaders dans le monde, mais il faut penser à l'avenir. Deuxièmement, nous allons continuer bien sûr à soutenir le pôle de compétitivité aérospace. Je crois beaucoup à ces pôles de compétitivité parce que c'est un malheur français que d'imaginer que l'entreprise n'a pas de sous-traitants et que l'entreprise n'a que des concurrents alors qu'ensemble, ils ont des intérêts communs. Je veux dire que si chacun cherche à avoir le même le seul bureau d'études, la seule stratégie à l'international, on appauvrit notre capacité à gagner des parts de marché. On aura l'occasion de reparler de tout cela, mais je veux que vous compreniez que ce que nous avons fait sur les 35 heures et sur les heures supplémentaires, ce n'est pas une question d'idéologie. Nous ne pouvions pas rester le seul pays au monde doté des 35 heures, alors que vous vendez 75% de votre production à l'étranger. Comment ça peut fonctionner? Deuxièmement, nous sommes le seul pays en Europe qui avions la taxe professionnelle. Alors, quelle serait la logique de mon déplacement pour me féliciter de cette nouvelle usine ici et en même temps de récompenser les dirigeants qui ont créé cette nouvelle usine, qui l'ont développée ici, en leur disant vous payerez plus d'impôts ici que vous n'en aurez payé si vous l'aviez développée de l'autre côté de la frontière. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un problème d'idéologie, c'est un problème de bon sens. Si on veut qu'il y ait des emplois pour vous et des emplois pour vos enfants, il faut créer les conditions qui font que produire en France soit toujours possible. Alors déjà, que bien sûr il y a le problème des salaires et des modèles sociaux. On ne va pas tuer notre modèle social pour l'aligner sur celui des Chinois ou des Indiens. Personne ne l'accepterait. Mais si en plus de la différence de nos modèles sociaux, on crée des impôts sur les usines en France qui n'existent pas dans les autres pays, comment voudriez-vous que je reproche aux chefs d'entreprise d'aller s'implanter ailleurs alors qu'on veut les garder ici? C'est tout le problème de la politique. Il faut faire des discours cohérents. Toutes les idées, on peut les défendre. Mais si on veut garder nos usines, il faut qu'on crée les conditions pour qu'il ne soit pas pénalisé celui qui crée une usine en France par rapport à celui qui crée une usine juste à côté. Là, ce n'est même pas une question d'Indiens ou de Chinois. C'est une question de compétition avec l'Allemagne, avec l'Angleterre ou avec l'Espagne. Bon. Et c'est très important de comprendre ça. Alors, je n'ignore nullement les problèmes de pouvoir d'achat, les salaires, ça appartient à l'entreprise et non pas à l'actionnaire, que chacun fasse son travail. Croyez que moi j'ai bien assez de ce côté-là, je suis vraiment dans une situation extrêmement aisée. Hein, bon, donc je n'ai pas l'intention de... Mais, bien sûr, et je serai vigilant avec ça, la question du partage de la valeur ajoutée, la question de la part de ce qui est remis dans l'entreprise pour investir et de ce qui doit revenir aux salariés, puisque la première richesse de l'entreprise, ce n'est pas les machines, c'est vous, je la comprends, je comprends ça parfaitement et je serai attentif aux différentes lettres que m'ont remis vos organisations syndicales. Donc vous l'avez compris, on sera derrière vous, non pas moi en tant que président de la République, mais en tant que représentant de l'actionnaire. Et je voudrais terminer en vous disant deux choses. L'État est illégitime lorsqu'il ne s'occupe pas de ses actifs. Quand l'État est actionnaire, il est normal que l'État veille à la cohérence de la stratégie mise en place par les gestionnaires qu'il vous a choisis. Je pense que vous avez une équipe remarquable à la direction de votre entreprise. Mais c'est normal que nous voulions comprendre ce qu'ils font, ce qui décident et qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas été élu pour laisser partir l'industrie française. Vous savez qu'il y a quelques années, je m'étais battu pour sauver Alstom, comme Sanofi Aventis. Je vous le dis très simplement. Je n'ai toujours pas accepté ce qui est arrivé à l'industrie chimique française.
Alors ici, là, dans l'aéronautique, dans les hélicoptères, vous êtes les meilleurs. Mais si on ne continue pas à investir, mais si on ne discute pas avec l'entreprise, de la même façon, pour Renault, je l'ai dit à M. Gonç, à qui je veux rendre hommage d'ailleurs, les Laguna que vous vendez en Turquie, je ne suis pas choqué que vous les fabriquiez en Turquie. Mais aller fabriquer en Turquie pour vendre en France, là, ça ne me va pas. Ou alors je ne vois pas pourquoi l'État est actionnaire de cette entreprise. L'État est légitime à savoir ce que l'on fait des participations de l'État qui représentent aussi l'argent du contribuable. Voilà. Enfin, un dernier mot à touche. Je vous suis très reconnaissant d'être ici. Bon, vous inaugurez la nouvelle usine. Toutes les fées sont sur le berceau. Vous sentez le centre de la vie politique et économique française ce matin. Enfin, je ne suis pas sûr que tous les journalistes que je remercie d'être présents sont exclusivement passionnés par l'avenir de la dernière turbine. Mais écoutez, peu importe, l'essentiel c'est qu'ils soient ici. Bon, si on les a fait venir pour là, ils voient votre travail, ils voient ce que c'est qu'une usine, ils voient surtout, et les Français doivent le comprendre, qu'une usine, ce n'est pas synonyme de pollution, d'urbanisme maltraité, de refus de s'installer dans les paysages. Ici, à l'Accent, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens de la région. Enfin, à l'Accent, le mien, pas le vôtre, puisque, en l'occurrence ici, c'est moi qui ai un accent. Bon, mais c'est parfaitement intégré dans l'ensemble. Mais je vous suis reconnaissant également de le faire, et je voudrais dire ces quelques mots, dans une atmosphère où on peut être d'un avis différent puis se respecter. Hein? Et c'est très important de se respecter. Vous savez que j'ai engagé une réforme extrêmement difficile, qui est celle des retraites. J'aurais bien aimé ne pas avoir ça en plus. Je l'ai fait parce que c'est l'idée que je me fais de mon devoir et de ma responsabilité vis-à-vis des Français. Voilà. Il y a parmi vous beaucoup de jeunes, et puis quelques-uns qui... Enfin, comme moi, voilà. Bon, faut faire attention maintenant de ce qu'on dit. La question de l'avenir de nos régimes de retraite, qui va payer vos retraites? C'est une question qui est absolument incontournable. Je comprends parfaitement qu'on puisse se dire le projet du gouvernement est ceci ou cela, ça ne va pas dans le bon sens. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire, c'est qu'il ne faut pas s'en occuper. Et pas s'en occuper tout de suite. Et par respect pour vous, je ne voulais pas venir en me disant, je ne veux pas transformer cette cérémonie bien sûr, mais en disant, ah bah oui, il a parlé de ce qui est facile, votre grand-père, les subventions, et puis pour le reste, il fait comme les autres, il s'en va. Non. Je serai très attentif dans les semaines qui viennent à ce qu'on va discuter avec vos organisations syndicales sur la situation de ceux qui ont commencé à travailler très tôt, sur la situation de ceux que le travail, pour qui le travail est extrêmement pénible, et sur la question difficile des polypensionnés, c'est-à-dire de ceux parmi vous qui ont fait plusieurs carrières. Hein, puis j'en ai rencontré qui m'ont dit, ben voilà, je suis là depuis 5 ans, parce qu'avant je faisais autre chose. Et la vie, on ne peut pas à la fois dire aux Français, écoutez, l'avenir c'est la mobilité, changer de région, changer de métier, changer de formation, et puis à l'arrivée de dire, ben, comme vous appartenez à plusieurs caisses de retraite, vous en serez pénalisé. Je veux que vous compreniez que je serai très à l'écoute sur tout ça. Je serai très aussi attentif au fait qu'on maintienne le dialogue, mais en même temps, je veux que dans les 10 années qui viennent, vos régimes de retraite soient à l'équilibre. Et que tous ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, près de 15 millions, et ceux d'entre vous qui vont partir, vous puissiez vous dire, je n'ai pas travaillé pour rien, on me paiera ma pension. Voilà. Et puis pour le reste, bon, c'est beau, il fait beau, et vous gagnez, vraiment, c'est une journée inespérée.